Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, la chance de recevoir Piero San Giorgio, que vous connaissez peut-être. Il va se présenter et ensuite on va enchaîner sur un interview, histoire, philosophie et politique. Voilà, bienvenue Piero. Bonjour et merci de ton invitation, ça me fait très plaisir. Écoute Piero, est-ce que tu peux, alors j'imagine que beaucoup te connaissent, hein, moi c'est une petite chaîne, hein, je suis encore assez modeste, mais si tu peux faire une petite présentation succincte de qui tu es. Alors, je suis père de famille suisse, d'origine italienne. J'ai la cinquantaine, je débute la cinquantaine, et j'ai dans une carrière passée de cadre dans l'industrie du logiciel, surtout pour des sociétés américaines, et puis depuis les années 90. À travers le monde. Donc, j'étais responsable du développement des marchés émergents pour de nombreuses, notamment des grosses sociétés comme Oracle. Donc, j'ai développé leurs affaires en Afrique, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient. Et puis, j'ai également créé ma propre société pour transporter des sociétés américaines en Europe et dans ces pays émergents. Malheureusement, je ne connais pas l'Asie, pas très bien. J'y étais quelques fois en Chine, par exemple, mais je ne suis pas je ne suis pas expérimenté dans les marchés de ces pays, mais j'ai fait tout le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Europe de l'Est, l'Afrique. Et puis voilà, j'ai fait ce genre de travail jusqu'en 2011. J'avais vendu ma société à un de mes clients. Et puis depuis à peu près, bien sûr, l'éveil est venu avec le 11 septembre 2001 et puis avec surtout l'invasion de l'Irak de 2003 par les États-Unis. Mon réveil et ma prise de conscience sur les trajectoires, je crois, lourdes du monde ont fait que j'ai souhaité changer de vie pour me préparer à des temps qui vont devenir assez difficiles. J'avais prévu à cette époque, en 2005, que les temps allaient devenir difficiles à partir de 2020. Nous y sommes. Et à partir de 2011, beaucoup de mes, en fait, beaucoup de mes amis qui m'ont vu me préparer m'ont dit bah, tu devrais écrire un livre. Ce que j'ai fait un peu comme, voilà, comme passe-temps au début 2011 pour essayer d'expliquer aux gens autour de moi qu'est-ce que je faisais, pourquoi je quittais la ville pour aller vivre plutôt à la campagne. Euh, et ce livre, qui est sorti en fin 2011, a eu un très grand succès. Il est traduit aujourd'hui en 12 langues. Et ce succès nous a tous surpris, évidemment, moi le premier. Et donc, j'ai enchaîné pour affiner un petit peu ma pensée avec plusieurs autres livres, certains que j'ai coécrits avec des spécialistes, comme Rue Barbare, coécrit avec Volwes, qui est un survivaliste français basé aux États-Unis. J'ai écrit notamment Femmes au bord de la crise, qui était un petit peu une approche pour essayer de comprendre la psychologie féminine liée à la préparation aux crises. Et puis, par exemple, NRBC, qui est un livre sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, que j'ai coécrit avec un spécialiste du GIGN de ces domaines, donc quelqu'un de très pointu, qui a eu beaucoup de succès également. Je me suis amusé à écrire une biographie romancée de mon grand-père et de son expérience avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est une sorte d'histoire de survie. Donc le titre est Giuseppe comme son prénom. Et puis depuis, mais en fait, ça fait déjà depuis 6 ans que j'écrivais, et il vient de sortir un livre sur la gestion de la peur. Donc ce livre s'appelle Survivre à la peur. Il est en 2 volumes. Le premier volume vient de sortir à l'instant où on vous parle. Il est disponible en commande dans toutes les librairies et évidemment sur les géants online. Mais je vous encourage plutôt à faire vivre le petit commerce et la librairie de proximité. Il faut que ça tienne le plus longtemps possible. Et le tome 2 sortira probablement en 2025. Je suis en train de le terminer. Donc, cette trajectoire un peu atypique au début, parce que rien ne m'amenait à être, voilà, à faire écrire des livres.
moi, j'étais sur une trajectoire de faire du business, être cadre supérieur dans des grandes multinationales, éventuellement avoir des entreprises, des investissements à droite et à gauche. Ça marchait très bien financièrement et même si j'ai du succès avec les livres, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait gagner avant dans le monde globalisé. Et finalement, j'ai trouvé un équilibre de vie personnel qui me plaît beaucoup plus. C'est sans doute aussi dû à l'âge, mais surtout, je parlais de ces trajectoires lourdes d'où va le monde, euh, notamment liées à la population, à la consommation, à l'utilisation des ressources, éventuellement la destruction des environnements écologiques, biologiques dans lesquels nous vivons, euh, me fait penser que par moment, si on pense qu'il y a vraiment une alerte, une urgence importante, il est important de changer de vie parce que personne ne va survivre comme l'ont expérimenté beaucoup de civilisations dans le passé. Je suis un passionné d'histoire, comme tu le sais, et, on peut même parler de la civilisation près de laquelle tu vis, qui a eu plusieurs phases absolument impressionnantes et très importantes. Eh bien, les civilisations, elles s'effondrent et personne ou très peu de gens arrivent à fuir avec un coffre-fort rempli de lingots d'or. Donc, à un moment, bon, il faut mettre les priorités. Et donc, il est important au cours de sa vie parfois de s'arrêter, de réfléchir. Et j'espère que mes livres aident ou aideront leurs lecteurs et leurs familles, et voilà, en tout cas faire cette réflexion. Et puis peut-être, puisque tous mes livres sont des incitations à l'action avec des exemples, à peut-être agir et agir pour le mieux pour eux, pour leur environnement et puis pour l'humanité tout entière. Mais je suis pas encore à ce niveau de best-seller. Ah, tu es quand même bien connu, relativement, même très connu dans le milieu un petit peu. Je préfère dire autonomiste que survivaliste, mais et après tu vas bien au-delà de ça parce que tu es. Moi, enfin, je crois que je t'ai connu, découvert sur Internet, sur YouTube, il y a ouais 10 ans, quelque chose comme ça, 8 10 ans. Tout à fait au début. Et moi, je sais que tu avais interviewé pas mal de gens en psychologie. Enfin, tu vas bien au-delà de juste l'aspect survivaliste qui est surtout en Mhm. Français, pour les francophones, un terme un peu désavoué, quoi. Tu sais, ça fait le gros teubé Mhm. dans sa forêt. Mais ce que tu fais, toi, c'est pas du tout ça, parce que tu vas profondément dans la psychologie, dans les rapports humains, les rapports sociaux, etc. Et d'ailleurs, j'écoutais il n'y a pas encore longtemps le professeur Raoult sur YouTube, sur une chaîne, il était invité. Et en fait, il rejoint ce que tu dis quelque part parce que, alors d'abord, j'ai découvert qu'il avait un QI de 180, ce qui est pas mal, au passage. Et en fait, il disait que on allait vers un effondrement et lui se référait effectivement aux anciennes civilisations romaines, etc. Et que pour lui, il était évident, inévitable qu'un effondrement allait s'opérer pour un changement. Donc, tu vois, ça confirme ce que tu dis. Et je pense aussi, j'en suis assez convaincu qu'on va vers un effondrement. Mais par contre, ce qui a changé, c'est qu'en fait le monde est tellement interconnecté que par exemple même ici dans le petit Cambodge où je vis, on sent la mondialisation, on sent le wokisme, le LGBT, tout ça arriver. Je veux dire, il y a encore quelques années, les Khmers ne fêtaient pas Noël, tu vois. Ils savaient ce que c'était, parce qu'il y a quelques chrétiens ici. Mais ici, c'est un pays ethniquement très homogène, 99% de Khmers, 99% de bouddhistes, tu vois. C'est très peu mélangé. Bon, dans la capitale, ça l'est, bien évidemment, comme toutes les capitales. Mais tu vois, même aujourd'hui, ils subissent l'influence de l'interconnexion globale du monde. Donc moi, la question que je pose là par rapport à ça, c'est si tu veux, euh, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un effondrement dur, massif, ou ça va être très progressif euh, qu'est-ce que tu penses? Alors, tout d'abord, c'est une très bonne question, mais tout d'abord, il est important de bien dire à ceux qui nous écoutent ou nous regardent que la notion de dur et la notion de progressif ou de brutal, c'est très relatif, très subjectif. Euh, et on peut prendre des exemples historiques. Par exemple,
on a l'impression que l'effondrement de l'Empire romain a été extrêmement dur, extrêmement violent, extrêmement rapide. Mais d'un autre côté, on peut se dire d'abord que ce n'est que l'effondrement de l'Empire d'Occident. L'Empire d'Orient a duré 1000 ans de plus, de l'an 500 à l'an 1500. C'est quand même un sacré. Enfin, du 4e siècle à 1453 pour la chute de Constantinople. Alors, c'était déjà plus vraiment un empire quand il restait plus que la ville, mais en gros, c'est 1000 ans. L'effondrement de la prise de Rome, le sac de Rome par les Goths, c'est quand même un siècle après, finalement, l'acceptation par l'empereur de, de voir déjà son empire être partitionné, de ne plus être capable de gérer correctement les frontières et même d'accepter que ce sont les étrangers qui défendent l'empire. Et puis, ça varie des régions. Si vous habitiez sur les régions limitrophes de l'Empire, sur le Danube ou sur le Rhin, les 2 siècles précédents étaient des siècles de vigilance, alors que si vous étiez un habitant de l'Aquitaine ou de l'Espagne romaine, ben, de l'an 0 à l'an 400, il n'y a absolument eu rien. Il y a eu 3 ou 4 siècles de paix totale, avec éventuellement quelques cambrioleurs et un brigand de temps en temps. Et donc, ce relatif, dans un monde qui pour l'époque était globalisé, comme on peut l'imaginer aujourd'hui, simplement il était globalisé autour de la Méditerranée. Cet empire était cosmopolite, avec des commerces, avec des routes, des voyages rapides. On pouvait aller de Londres à Rome en 1 semaine, on pouvait aller de Rome à Tunis en 5 jours. On pouvait traverser la Méditerranée en 2 semaines également. On pouvait aller de Rome à Alexandrie en Égypte en 2 semaines. Et c'était le temps qu'il fallait pour que le grain égyptien remonte également. Donc on avait un empire de 70, je crois, 70 millions d'habitants. C'est gigantesque on peut imaginer, sans moteur à explosion, sans énergie fossile. Énergie fossile qu'ils connaissaient d'ailleurs, et qui trouvait totalement inutile parce que ça marchait très très bien et qu'il n'y avait pas besoin de plus d'innovation puisqu'il y avait beaucoup d'esclaves qui faisaient le travail. Et, et nous sommes finalement... Alors, est-ce que c'est lent? Est-ce que c'est brutal? Est-ce que c'est rapide? Ce que l'on sait, c'est que Rome, en l'an 400, c'est encore 1 million d'habitants et qu'un siècle plus tard, c'est 30 000. Alors, sont-ils tous morts le même jour? Est-ce que c'est progressif? Est-ce qu'ils ont quitté les villes pour vivre, pour fuir dans les campagnes? Beaucoup l'ont fait pour ne plus payer d'impôts. Ça aussi, il y a une approche économique qui est importante. L'Empire s'est ruiné avant de s'effondrer. Il s'est d'ailleurs beaucoup ruiné avec la Chine. C'est assez rigolo. Il a beaucoup dépensé tout son argent et ses pièces d'or qu'on retrouve en Inde, en Chine, encore aujourd'hui dans des fouilles. D'ailleurs, c'est marrant, on retrouve des sesterces romains. Même au Cambodge, on en a retrouvé des pièces romaines, hein, parce que c'était une des routes de la soie maritime, en fait. Absolument, alors que les Chinois exportaient tout et ils savaient en fait tout mieux faire, en tout cas à cette époque. Comme quoi il y a des parallèles intéressants. Ils savaient tout mieux faire, la poterie, les céramiques, la soie, que les Romains ne faisaient pas. Et donc, voilà, c'est terrible de voir que la géographie joue aussi, parce que s'il n'y avait pas l'Himalaya et les déserts d'Asie centrale, on aurait pu imaginer une rencontre. Alors, est-ce que ça aurait été une rencontre brutale ou une rencontre pacifique entre la Chine, En fait, il y a eu une des rencontre. Tang et Il de y a eu une Rome? rencontre. Il y a eu une rencontre, excuse-moi, je t'interromps. Il y a eu une rencontre. Il y a un Oui, livre qui est oui, très intéressant à lire qui s'appelle De Rome à la Chine. Tu as peut-être lu, c'est oui, écrit par un chercheur du CNRS français. Et en fait, les 2 empires se connaissaient. Et bien les sûr, Chinois, qui sont des bureaucrates par nature, ont reçu une délégation romaine, pas de Romains de Rome, hein, mais de l'Empire bien sûr. romain, donc des Romains de l'Est, quoi. De Syrie, oui. Et ouais, tout à fait. Ouais. Et en fait, ils ont tout noté, puis les Chinois, ils disaient vraiment, on est déçus, c'était moins que rien. C'est un peu des clodos, quoi. Leurs cadeaux sont minables, on comprend pas, etc., parce qu'ils avaient eux-mêmes une image de Rome assez fabulée, quoi. Mais non, mais c'est intéressant. En fait, si tu veux, ce que tu dis, c'est que euh, le monde n'a pas tellement changé, ce qui est vrai. Les moyens changent, et comme nos moyens aujourd'hui Mhm. sont quand même beaucoup plus forts, rapides, etc., euh, Oui, j'ai ça pas va peut-être répondu à être un ta peu. question en fait.
Ouais, je te laisse terminer. J'ai pas, en fait, ce que je voulais dire, je suis allé trop loin, mais ça, quand on est passionné d'histoire, on peut parler des heures sur. Et il y a d'autres exemples. L'Union soviétique, on pensait que ça allait jamais s'effondrer. Il y avait des livres de science-fiction dans les années 70 où on imaginait le monde du futur avec les soviétiques et les Américains conquérir l'espace. Et puis d'un coup, pouf, c'est tombé très vite, et relativement pacifiquement. Alors que la Yougoslavie, elle s'est explosée dans des violences pour leur petit pays quand même assez importantes. On peut aller plus loin, on parlait du Cambodge. Il y a de plus en plus aujourd'hui de traces de civilisations qu'on appelle les prédiluviennes. En fait, quand avant 10 000, avant Jésus-Christ, les océans étaient beaucoup plus bas, on imagine des civilisations qui étaient beaucoup plus. Maintenant, elles seraient englouties. Et il y en avait certainement. On a des restes dans la mer, dans le golfe de Thaïlande, dans la mer de Chine, etc. Donc il y a énormément d'effondrements qui se passent parce que l'anthropologie humaine, et c'est là où je voulais en venir, elle est comme elle est depuis très très longtemps, depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Et même, on peut imaginer que ces cycles de croissance, apogée et ensuite déclin, en fait, voilà, ils montrent que la linéarité de l'histoire ne va pas vers le toujours plus, toujours mieux, toujours plus grand. Bien au contraire, on arrive à des apogées, on décline, et puis quelqu'un d'autre prend le fardeau, comme la vie humaine qui va d'une naissance à une maturité, puis ensuite un déclin et une mort. Et les civilisations font de même. Euh, Parce que avec le luxe et avec le confort vient une prise de risque moindre, on a moins envie de mourir parce qu'on a trop de plaisir à vivre dans le confort. Et donc, en général, en 3 ou 4 générations, ça arrive avec les fortunes d'ailleurs, une première génération les crée, une deuxième génération en jouit, et généralement une troisième génération les dilapide. C'est comme ça, c'est l'humain quand on est dans le confort, et puis une quatrième génération est frustrée d'avoir tout perdu, essaie de se venger, à la rage de reconstruire, et ainsi de suite. Donc on a cette humanité profonde qui se dévoile. Donc concrètement, moi ce que je vois, c'est qu'on est passé quand même en un siècle de 2 milliards d'habitants à 8, et on nous dit qu'on va s'arrêter à 10. Bon, bah, en attendant, ça fait faire beaucoup de monde à nourrir. Nourrir, transporter, vêtir, loger, éduquer, ça demande énormément d'énergie pour faire aussi produire la nourriture, encore une fois la transporter, etc. Cette énergie, c'est à 90% en fait basée sur du pétrole, faut pas déconner. Les bateaux, ça tourne au pétrole, les camions, ça tourne au pétrole. Là-dessus, on peut avoir de l'électricité qu'on crée à travers le monde, essentiellement par brûler du charbon, encore aujourd'hui. Un petit peu de nucléaire, quelques barrages par-ci par-là. Dans l'ensemble, on est extrêmement gourmand, et cette demande d'énergie, elle augmente du fait de nombre de cette population qui est passée de 2 milliards à 8, et puis aussi de la quantité qu'on a besoin par personne, et ce, malgré l'efficience qui augmente des moteurs, l'efficience des moteurs électriques par exemple, ou même des moteurs à explosion qui, pour la puissance donnée, consomment moins, mais en fait, on va en utiliser de plus en plus. Donc en fait, cette gourmandise est très difficilement maîtrisable, et byproduct, comme on dit, le résultant aussi de cette consommation énergétique, c'est qu'on a une création de pollution et de déchets. Moi, je ne suis pas un obsessionnel du réchauffement climatique. Je pense qu'il y a beaucoup d'escroqueries derrière. En revanche, là où je suis, je dirais pas obsessionnel, mais clairement, je pense que c'est une réalité, c'est la destruction des écosystèmes, des environnements, qui eux aussi ont un effet sur nous. J'étais récemment, j'ai pris des vacances pour emmener les enfants voir les animaux sauvages d'Afrique. Euh, en 30 ans, j'ai bien vu que, pas les parcs eux-mêmes, mais autour des parcs, le développement des villes, le développement, tu me parlais tout à l'heure de cette immense population thaïlandaise ou vietnamienne qui sont avec des chiffres bien plus grands que je ne l'imaginais. Pareil, je voyais la Tanzanie, c'est aussi pas loin de 100 millions d'habitants, dans un pays où il n'y a pas d'infrastructure, ou très peu. Euh, alors, ils sont des ethnies avec des tempéraments plutôt calmes, mais on voit dans des pays comme le Nigeria, on avance allègrement vers le demi-milliard. L'Égypte, c'est 100 millions d'habitants sur un bout de string. Parce que ça ressemble à un string, c'est un petit triangle avec une ficelle qui descend le Nil. Bon, il va y avoir des problématiques alimentaires qu'on ressent déjà Bah, ça commence, dans le hein. monde. Et puis le monde occidental, parce qu'il faut en parler, le monde occidental qui, lui, a sa quatrième génération qui vit dans le confort, qui n'a plus connu de guerre, qui n'a plus connu de difficultés depuis très longtemps, eh bien, lui est dans une fuite arrogante, destructrice et
voilà, de hubris, comme diraient les Grecs, d'arrogance guerrière, et en plus, qui est avec une concentration du pouvoir à la fois financier et géostratégique, avec militaire, qui est devenu d'une arrogance telle que bah, entre le 11 septembre et l'invasion de l'Irak, bah, voilà, les États-Unis sont allés s'empaler, mourir dans le cimetière des empires comme les autres. Ils sont allés en Afghanistan, ça leur a coûté 3 000 milliards de dollars. Mais surtout, ça a créé une attitude alors de vassaux européens qui obéissent, mais surtout aux États-Unis, et qui s'est dit, comme à Rome avant, et comme dans la Chine bureaucratique dont tu parlais, des mandarins du XVIIe et XVIIIe siècle, avant que les Anglais viennent tout casser, qui est extrêmement sclérosé, incroyablement corrompu, mais avec des niveaux de corruption qui donnent envie aux Africains, hein. Je veux dire le roi de lait nigérian ou du Congo, il peut aller se rhabiller par rapport à Washington, New York, Paris, Londres. Et donc cette corruption, inévitablement, comme dans tous les empires mourants, elle nous amène à des mauvaises décisions, à des mauvaises allocations des ressources, et à la fin à la ruine. Alors, depuis les années 70, et ça c'est un élément très important et unique dans l'histoire, bon, en tout cas de la manière dont ça s'est fait, c'est assez unique, c'est qu'on est parti sur une dérive de création de dettes pour financer une croissance qui n'existe plus. Et cette dérive, alors les Romains, ils gratouillaient les pièces pour enlever des morceaux d'argent, mais bon, ça se voyait quand même. Ici, on a trouvé un moyen depuis 1971, date de ma naissance, donc voilà, j'ai porté malheur au monde. Cette création monétaire fictive qui n'est plus basée sur aucune valeur tangible qui la base, eh bien, a permis de continuer ses croissances. Mais aujourd'hui, on arrive aux États-Unis avec des dettes. Alors, ce qui est incroyable, c'est quand j'écrivais mon premier livre, la dette des États-Unis était de 21 000 milliards. En 10 ans, elle est passée, elle a ajouté 10 milliards, 10 000 milliards, donc elle est à 30 000 milliards. Et aujourd'hui, en gros, ils sont en train de dire, parce que c'est l'exponentiel qui veut ça, ils sont en train de dire, pour pouvoir continuer la croissance, on va devoir ajouter 10 000 milliards de dettes en 3 ans. Donc en fait, voilà, on double, parce que c'est exponentiel, et c'est pour ça que mon premier chapitre dans mon livre était pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que l'exponentiel, parce qu'on a du mal à comprendre, en plus avec des chiffres qui deviennent de plus en plus gigantesques. Et donc cette dette, elle nous amène à allouer les ressources de manière complètement écervelée et peu efficace. Aujourd'hui, on doit créer peut-être 10 dollars, on doit injecter 10 dollars dans une économie moribonde américaine ou européenne pour créer 1 dollar de croissance. C'est complètement délirant et complètement avec des effets d'inflation terribles. Et donc, la mathématique étant ce qu'elle est et la physique étant ce qu'elle est, et qu'on ne peut pas manger de l'argent sur informatique, on va inévitablement dans un mur qui va poser la question de l'approvisionnement en nourriture à 10 milliards de personnes, particulièrement aux Occidentaux. Et généralement, ça s'appelle un effondrement et pas une crise économique. Et c'est pour ça que je parle d'effondrement, parce que généralement, ça tombe vite, ça tombe violemment, c'est difficile de le prévoir. Moi, j'avais dit entre 2020 et 2025. Puis est arrivé Donald Trump qui a arrêté, qui a inversé un petit peu la tendance pendant quelques années, ou du moins arrêté le processus. Je ne pense pas qu'il ait vraiment voulu le faire, mais consciemment, mais ça a cassé les plans de cette oligarchie folle qui nous emmène vers le précipice. Et maintenant, on a repris de plus belle. Donc, en fait, mon pronostic reste à peu près, voilà, entre 2024, 2026. On risque d'être vraiment, vraiment très, très mal. Ok, ok. Ben écoute, ouais, c'est intéressant. C'est toujours compliqué à appréhender tous ces sujets, et notamment la dette. Mais moi, ce que je rajouterais, puis on va avancer, c'est que je rajouterais à ce que tu dis, c'est que en fait, tant que les Américains possèdent l'armée la plus puissante et forte au monde, ce qui est toujours le cas, et ce qui sera le cas Mhm. encore pendant quelques années, malgré les Chinois qui poussent derrière, ils tiendront, ils tiendront. Et cette course en avant, elle va s'arrêter, mais ça va, je pense que ça peut durer un peu plus longtemps. Parce que toi, on est né Peut-être. à peu près, on est né à peu près aux mêmes époques. Hein. Moi, je vais sur mes 55, je suis un peu plus âgé que toi. Mais on a connu les crises. On a connu l'Union soviétique, effectivement, un truc incroyable. On a connu la crise du pétrole, on a connu les 2008. Enfin, je veux dire, on a traversé pas mal de crises et à chaque fois, comme le monde est tellement interconnecté et les Chinois n'ont pas vraiment envie que le monde s'écroule non plus parce que ils nous vendent toutes Mhm. leurs affaires, tous leurs trucs.
C'est-à-dire que c'est tellement intriqué, etc. C'est que la résilience est extrêmement forte. Alors, je, à mon avis, hein, ça va encore durer un peu plus longtemps, sauf cas majeur, accident, et ça, on n'est pas à l'abri. Moi, il y a une chose que je dis souvent, j'ai une foi illimitée en la bêtise humaine. Et il suffit qu'un événement, comme on voit tous les jours, hein, d'une bêtise, d'une erreur monumentale arrive, etc. Et ça peut accélérer les choses. Mais la bête est tenace. Tu sais, elle est tenace, elle veut pas mourir. Et l'Empire américain, il veut pas mourir. Et il a encore, je sais pas, je veux dire, nous les Français, on a un porte-avions nucléaire. Les Américains, ils en ont 10, je crois, de mémoire. Hein. Euh, les Anglais, zéro. Tu vois, en fait, ça court pas les rues. C'est tant qu'il y a cette domination militaire. Les Chinois, tu vois, les Chinois attaqueront, ils prendront le pouvoir le jour où ils seront sûrs de gagner. Et tu vois que c'est pas encore pour demain. Mais bon. On va, si tu veux, parce que le temps passe. Alors c'est très intéressant et moi je suis tout à fait amoureux de l'histoire comme toi, donc on pourrait discuter très longtemps de tous ces points-là, notamment les références à l'Antiquité, c'est fantastique. Alors, ce que je voulais passer sur la partie un petit peu historique, donc tu m'as dit que en fait, toi, tu as commencé à basculer après le 11 septembre. En gros, là, tu as commencé à te poser des questions sur le déroulement du monde, etc. C'est ça un peu ton point de bascule. Oui, j'ai assez vite compris que le 11 septembre était une histoire un peu étrange et que c'est trois immeubles qui tombent parce que deux ont été touchés par des avions, tout ça. Bon, et puis surtout la guerre pour l'Irak c'était tellement mensonger, c'était tellement évident qu'il y avait un agenda qui n'avait rien à voir avec. Alors c'était évidemment naïf de ma part d'avoir cru autrement avant, mais simplement comme étant passionné d'histoire, ça m'a permis de revoir un petit peu l'histoire passée sous un autre angle. Donc j'ai repris mes livres d'histoire et je les ai comparés avec d'autres sources. Donc c'est intéressant de voir que finalement le mensonge est plutôt la constante dans l'histoire pour justifier les guerres et ensuite réécrire la réalité pour glorifier le gagnant. C'est comme ça. Et accabler le perdant. Bon, maintenant, ce qui m'a aussi montré de manière très précise, et finalement la genèse de ma réflexion a posteriori, avec du recul, je l'ai trouvé dans des livres comme Paul Kennedy sur la croissance et la fin des grandes nations, ou par exemple, même sur des civilisations très très anciennes. Alors pour ça, je dois beaucoup à Graham Hancock, mais ça, j'avais lu ces livres dans les années 80, dans les années 90 même. Donc probablement, ça a dû travailler sur mon esprit pendant des dizaines d'années, et ensuite, c'est à cette période-là où je me suis dit, bon, les courbes et les tendances sont inévitables, il vaut mieux se préparer le plus tôt possible. Alors encore une fois, je ne dis pas qu'il faut tout fuir, arrêter de travailler et vivre perdu dans la forêt de manière pauvre, sans moyens, etc. On peut toujours garder un pied dans le monde moderne en travaillant et en profitant aussi des choses incroyables que ce monde moderne nous apporte au niveau de la médecine, au niveau des soins. Alors on a vu aussi que là aussi, il y a eu des arnaques, etc. Il faut se méfier aussi de ça, mais on peut vivre sans douleur, on peut se faire soigner nos dents sans avoir mal, c'est des choses incroyables, on vit quand même encore assez longtemps et assez bien. Et se préparer, par exemple, à avoir des métiers supplémentaires à ceux que nous avons peut-être dans le tertiaire, dans la production de base, de nourriture. Il n'y a pas besoin d'être totalement autonome, mais on peut tendre vers une autonomie. On n'a pas besoin d'être totalement isolé, on peut tendre à être prêt et avoir un réseau d'entraide, d'amitié profonde dans un endroit peut-être pas forcément dangereux, pas forcément dans les villes, plutôt à la campagne, si c'est possible. Après, c'est pas possible forcément pour tout le monde, c'est pas possible. On a aussi des vies et des moyens et des ambitions différentes lorsqu'on a 20 ans, qu'à 30, qu'à 40, qu'à 50 et plus. Donc on peut s'adapter. Donc c'est surtout une approche mentale qui nous amène justement à ce livre que je viens de sortir, à une approche philosophique de la vie pour le tome 1, parce que je voulais écrire un livre sur la gestion de la peur.
Et à l'origine, ce livre devait être un livre sur la santé, en fait. Et puis, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop vaste comme sujet et que un des éléments qui influençait notre santé était la peur liée au stress, notamment. Et donc, j'ai un peu. Donc, ce livre que j'avais commencé en réalité en 2014, euh, il y a 6 ans, à peu près 7 ans maintenant, je me suis dit non, en fait, je dois me focaliser sur la peur, ses effets et comment on la gère. Donc, des effets aussi liés au stress, c'est pas 100% les mêmes, mais enfin, et quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de matière pour en faire un seul livre, et j'ai souhaité le couper en deux parties. Une première partie qui est l'explication de qu'est-ce que la peur, comment elle agit sur nous, et comment des gens comme moi, malgré eux, en fait, ils font peur aux gens et ils créent des réflexions anxiogènes en leur parlant d'effondrement, en leur parlant de crise économique avec les conséquences qui sont quand même très dures et qui angoissent. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer cette angoisse? Comment est-ce qu'on peut gérer cette peur? Et en plus, c'est un outil qui devient important lorsque les États qui pendant les 40 dernières années souhaitaient qu'on consomme de plus en plus et qu'on oublie et qu'on s'occupe pas trop de politique, enfin, voilà, travailler, consommer, débrouillez-vous, maintenant sont passés à une gestion des populations par la peur. Attention, il faut mettre des masques, il faut rester confiné, etc., etc. On a vu qu'il y a eu un changement qui s'est opéré il y a quelques années. Et donc, ce premier tome, c'est un choix de logique pour moi, mais j'aurais pu faire l'inverse. Le premier tome nous parle, enfin, j'essaie de vous expliquer plutôt une approche de gestion de la peur par d'abord la compréhension du phénomène au niveau neurologique, au niveau physiologique, au niveau émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se décline? Comment ça peut se déployer au sein de vous et les effets que ça peut avoir sur vous? Et puis une gestion d'abord philosophique de la peur qui nous amène à nous changer et à nous, non pas être meilleurs ou quoi que ce soit, ce n'est pas du développement personnel, mais simplement à comprendre le problème, le gérer et finalement nous élever par rapport à lui par notre réflexion, par notre esprit et donc un changement de mode de vie mental d'abord. Le tome 2 va plutôt approcher la problématique de la peur, de l'anxiété, des phobies, plutôt par une approche physique et comportementale. Donc les deux livres vont être forcément liés, mais ils peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre. Et donc ce tome 1, il nous amène par la force des choses à commencer par une philosophie de vie sur laquelle j'incite les gens à réfléchir. Je ne suis pas un philosophe, je ne suis d'ailleurs même pas un médecin, donc j'essaie d'approcher ces manières. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas un académique, je ne suis pas un théoricien, je suis plutôt quelqu'un qui est pratique et j'essaie d'apporter des pistes de réflexion qui peuvent changer fondamentalement notre manière de voir les choses. Et le point de départ de l'approche philosophique, c'est que, en fait, je suis quelqu'un d'assez serein et qui, alors probablement, je compense mes peurs par certaines activités, forcément, comme on peut tous l'avoir à un moment ou un autre. Mais en tout cas, je vis au quotidien cette possibilité de l'effondrement parce que je dois me renseigner, communiquer. J'ai un compte Patreon sur lequel les gens viennent pour avoir des informations avant les autres, pour avoir des analyses, pour réfléchir, pour dialoguer, discuter avec d'autres personnes, etc. Et donc, je vis dans un environnement qui pourrait être anxiogène. Or, je ne le vis pas comme ça. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dans ma manière de vivre et donc dans ma philosophie de vie quotidienne et donc, j'ai dû y réfléchir et je me suis orienté sur plusieurs pistes que j'explique dans le livre et qui ne sont pas peut-être les seuls modes de vie, hein, mais j'en explique quelques-unes. Et donc, je crois qu'ils vont pouvoir aider les gens qui vont lire ce livre, Survivre à la peur, à mieux vivre et mieux appréhender ces problèmes difficiles de l'avenir. Bah, du coup, Pierrot, bah, on est rentré dans la philosophie, hein. Alors, je vais te poser quelques questions. Justement, d'abord, le livre est une bible, parce que c'est quoi? C'est presque 800 pages, c'est ça? C'est assez énorme quand même. 900, 900 960 pages, voilà, pages. c'est ça. Ouais. Donc en fait, Ça, j'ai c'est bien le tome compris. 1. Ouais, j'ai bien compris que tu as commencé à écrire ça en 2014 et que tu as dû prendre des notes tout au fil de ces années et que tu as restructuré là maintenant dans ce livre. Et donc, tu proposes une approche philosophique. Alors ça m'intéresse, c'est très intéressant.
parce que c'est quelque chose auquel moi-même j'ai réfléchi longtemps, pas mal de temps, notamment entre les différences entre les philosophies occidentales plutôt linéaires et les philosophies asiatiques plutôt cycliques, qui sont assez intéressantes à comparer, même si il y a une cosmologie commune. Hein. Toutes les religions au monde, bouddhistes inclus, ont une création du monde, une sorte de paradis, des enfers, etc. Tout cela se rejoint, bien évidemment. Mais dans l'approche philosophique de tous les jours, c'est assez différent, ne serait-ce que par le fait que chez les Asiatiques, il n'y a pas de péché originel, par exemple. Hein. Il n'y a pas Tout de, à fait. il y a pas de faute. La sexualité est, je dirais, pas plus libre, parce que par exemple, le Cambodge est un pays assez puritain, en réalité, assez pudique, mais il y a pas, c'est pas sale, en fait. Mm. La sexualité n'est pas sale. Il y a des interdits, comme dans toute société, pour pouvoir vivre à plus de trois en groupe. Hein. Tu connais bien le sujet, mais voilà, c'est pas du tout ça. Et donc, en fait, moi, je te définirais comme un stoïcien quelque part. Tu es quelqu'un qui prend un peu. Ça te conviendrait ce terme? Tu te définis comment, toi, philosophiquement? Alors, alors, tout d'abord, c'est vrai que la philosophie est à la fois intéressante et importante, non pas pour une approche académique où on devrait suivre certains carcans logiques forcément. L'être humain est complexe, paradoxal. On est capable, surtout si on a un QI élevé. Alors, j'ai pas le même niveau que Raoult, Moi non donc plus, je te voilà. rassure. Hein. Et donc, on peut entretenir des pensées paradoxales et vivre des choses dans sa vie qui sont parfois qui peuvent sembler à l'opposé. Mais par exemple, c'est vrai que alors alors d'abord, je vais dire la philosophie que je vis et que j'explique aussi dans mes livres, et ensuite pourquoi. Clairement, le stoïcisme m'a toujours plu parce qu'il permet finalement d'accepter ce que l'on ne maîtrise pas et ce qui arrive sans angoisser et sans déprimer. Les choses arrivent, on les accepte, et ça, je crois que d'ailleurs, même dans le christianisme bien compris, il y a une certaine dose de stoïcisme, certains diraient fatalisme, mais moi je n'utiliserai pas ce terme, mais on retrouve en tout cas dans les pensées orientales beaucoup de cette acceptation nécessaire de la condition de souffrance parfois, mais aussi de joie de la vie. Et personne n'a dit que le stoïque doit être triste et ne doit pas aussi, par moment, être hédoniste, par exemple. Moi, j'aime beaucoup et je fais mienne cette maxime romaine du carpe diem. Alors, pas à tout instant, parce qu'il y a un moment, il faut bosser pour demain. Et c'est quelque chose de très européen ou d'asiatique, je pense, de réfléchir à demain, de bosser dur pour que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Et puis parce qu'un jour, on sera vieux, on sera moins apte à faire certaines choses. Donc, le carpe diem est important, le stoïcisme est important, et puis personne n'a dit qu'on doit subir dans le stoïcisme. On peut aussi accepter les choses telles qu'elles sont et puis œuvrer pour les maîtriser à terme en développant plus de compétences, plus d'influence, plus de réseau et plus de connaissances. Donc ce n'est pas une incitation à subir. Moi, je vis le stoïcisme comme une incitation à accepter les choses, mais à essayer sans obsession particulière et sans vouloir contrôler, parce que le contrôle est une source de peur assez grande, parce qu'en fait, il faut accepter qu'on ne pourra jamais tout contrôler. Et il y a des personnalités qui ont du mal à lâcher prise. Donc le lâcher prise est aussi un élément important, surtout avec l'âge, où, voilà, par exemple, j'ai une petite anecdote toute fraîche. Hier, un de mes chiens a tué le chat d'un des voisins. Et c'est le chat de sa fille. Et elle y était attachée. C'est un vieux chat de 18 ans. Donc la fille, elle a 24 ans par là. Donc forcément, c'était le chat avec qui elle a vécu toute sa vie. Donc elle était très, très triste. Et là, ce matin, je ne suis pas encore allé voir le chien parce que je l'ai enfermé dans le poulailler, sans les poules, hein, évidemment. Et, euh, et je suis absolument certain que tout à l'heure, après notre entretien, je vais aller voir où est le chien et je pense que le chien est mort. Je pense que mon voisin a tué mon chien. Et alors, moi, j'aime pas trop la souffrance animale, donc j'étais très triste pour le chat hier, et je suis déjà triste pour pour le chien que je vais découvrir. Je ne sais pas dans quel état, mais je suis certain qu'il est mort et qu'il a été tué. Eh bien, je vais accepter la chose.
je ne vais pas aller faire de scandale, je ne vais pas aller, je vais aller m'occuper du cadavre. Si je trouve un cadavre de chien, il a peut-être disparu. Je vais faire ce qu'il faut pour, voilà. Et je vais sans doute inventer un mensonge pour ma fille, dont c'était le chien préféré. Une de mes filles, c'était son chien préféré, et je lui expliquerai qu'il a été shooté par une voiture sur la route. Et on va faire en sorte que, et on va oublier cette histoire et on va simplement tacitement dire que c'est jamais arrivé. Et parce que voilà, j'accepte que c'est voilà, il y a une sorte de karma. Le chien a tué un chat, le chat a sans doute tué plein d'oiseaux avant, et le voisin a tué le chien. C'est comme ça. Et Voilà, je vais pas m'engueuler j'espère. avec le voisin. Ouais, ouais, bah oui, là, bah, écoute, c'est une belle, enfin, c'est pas une belle histoire, mais c'est une belle démonstration d'un pragmatisme, je dirais, qui presque bouddhiste dans un certain sens. Alors, je vais me permettre de faire un parallèle par rapport à ce que tu dis, ce qui est très intéressant. Et ça, c'est un des problèmes qu'ont souvent certaines personnes, et notamment occidentales, justement dans ce temps linéaire où il faut toujours progresser. Et un peu c'est la surenchère, même si le Christ, qui a été, je pense, beaucoup influencé par le bouddhisme, a mis fin à la vengeance tribale, entre guillemets, normalement, hein, mais bon. Chez les Scandinaves, en fait, c'est la compensation financière qui était faite. C'était en fait, Bien tu sûr. tuais quelqu'un, tu compensais financièrement, ou alors tu étais banni, etc. Mais il n'y avait pas une vengeance à Ouais. l'infini. C'est marrant qu'il soit Euh, devenu protestant. ouais, non, mais c'est pas par hasard. Hein. Ben Rien oui. n'arrive par hasard. Hein. Moi, je suis protestant. Hein, bah, je suis bouddhiste aujourd'hui plutôt qu'autre chose, mais si je devrais Non, m'affubler non, mais d'une. c'était pas une critique, mais Oui, ouais, non, mais je sais parce anthropologiquement, que voilà. je t'ai écouté avec notre ami protestant plus d'une fois là. Comment il s'appelle déjà Calviniste celui-là? même. Ouais, Jean Robin. voilà. Bon, lui, il est un peu barré pour moi, mais il est très sympa quand même. Tout ça pour te dire qu'en fait, si tu veux, par exemple, en Asie, c'est vrai qu'il y a cette notion de karma. Alors la notion de karma, elle peut être aussi par moments quelque chose d'assez négatif dans le sens où Mhm. ah bah toi c'est la faute, ah c'est son karma, il paye son karma, tant pis, euh, euh, on s'en fout un peu, toi. Ça peut aussi redevenir quelque chose qui tend vers un égoïsme un peu individualiste, même si la société asiatique semble beaucoup plus collective. En réalité, c'est des individus seuls dans un collectif. Et ça, c'est une notion qu'il faut bien comprendre chez les Asiatiques parce qu'elle est complexe. Et même en Chine, c'est des individus assez seuls dans un collectif très fort. La balance entre tout ça, elle est assez fine. Et la grande force de l'Europe, et notamment de la philosophie européenne, stoïcienne. Moi, j'aime bien Sénèque, par exemple, toi, qui est très intéressant. Bien sûr. Et moi, j'ai fait une vidéo où je dis les Chinois n'ont pas connu Sénèque. Parce que si tu veux, les Chinois, les Asiatiques, et le reste du monde d'ailleurs, n'ont pas le droit à l'erreur. Dans la société même cambodgienne, le droit à l'erreur n'existe pas. C'est quelque chose, en fait, c'est perdre la face. Tu vois. Mhm. Et ça peut devenir très complexe. Tu peux vraiment te retrouver face à des murs. Et plus tu vas vers l'Est, plus cette notion de face est importante. Et on le voit bien avec les Russes. Les Russes ils sont assez asiatiques, les Russes en réalité. Plus Mhm. tu vas vers l'Est, moins tu auras le droit à l'erreur. Et ça peut créer des catastrophes. Fukushima, par exemple. Fukushima, c'est ça. J'allais parler du Japon, oui. Ouais, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai fait une vidéo sur le Fukushima et tu sais, le livre sur le chaos, le bénéfice du chaos. Mais bon, voilà, tout ça pour te dire qu'en fait, il faut savoir garder une compensation. Et en fait, en réalité, il faut prendre du bouddhisme, il faut prendre des religions indiennes et autres, et des européennes, et puis se faire un petit peu sa sauce par tâtonnement, etc. Et bon, pour terminer sur l'histoire de ton chien, moi j'ai deux chiens, j'ai des animaux. Euh, et les miens n'ont encore tué personne chez dans le voisinage, mais c'est des American staff. Ceux de mon copain, ils ont déjà tué je sais pas combien de chiens. Mais au Cambodge, on paye en fait. Tu vois, tu compenses par l'argent. Et ça, c'est un truc chez les catholiques qui, je sais pas comment c'est en Suisse, mais en fait, moi, mon chien aurait tué le chat, j'aurais compensé quoi. J'aurais dit, je peux racheter quelque chose, voilà, toi. Ça m'est arrivé. C'est pas le premier chat. Ça m'est arrivé, mais Ok. voilà, maintenant, voilà, Bon, Après, je me trompe peut-être, hein. Peut-être que le bah chien, j'espère que tu te trompes. je J'espère. l'entends pas. C'est très silencieux ce Ah, matin, c'est ouais. bizarre. Ouais, peut-être qu'il est triste. Donc, Peut-être qu'il est triste. Peut-être qu'il ouais, sent. Tu sais, je, non?
Il y a une sensibilité quand même chez les animaux, non? Mais bon. Bon, écoute, alors on va enchaîner, si tu le veux bien. Bon, Je j'espère t'en prie. que tu vas retrouver ton chien, déjà. Et J'espère sinon, aussi, bah mais écoute, je suis sûr que non. je comprends ce que tu veux dire et c'est quelque chose, à mon avis, c'est une très bonne philosophie. Et si tu l'expliques dans ton livre, ça peut aider vraiment beaucoup de gens parce que moi, j'ai remarqué que beaucoup de personnes souffrent en fait de ne pas de ne pas comprendre ce que c'est que de profiter de l'instant imminent. Et là, c'est la plus belle histoire, c'est la parabole dans le bouddhisme de Bouddha, c'est la parabole de la flèche. Tu sais, tu connais cette histoire où un grand prince reçoit une flèche, quelqu'un essaie de le tuer, il reçoit une flèche, tout le monde l'adorait, il comprend pas pourquoi on essaie de le tuer, et au lieu de se faire soigner, il repousse tout le monde, et il dit, mais trouvez-moi, pourquoi on veut me tuer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, qui est la personne qui veut me tuer, etc. Et les docteurs arrivent, ils disent, non, prince, arrêtez, on va vous soigner. Non, non, je veux savoir pourquoi, et il meurt, parce qu'on n'arrive pas à le soigner. Et ce que veut dire Bouddha dans cette magnifique parabole, c'est tout simplement que ça sert à rien de se prendre la tête sur est-ce qu'il y a une vie après la mort, quel est le sens, pourquoi je suis là, etc. Vis le jour, sois honnête avec toi-même, sois heureux de ce que tu as, de ce que tu as acquis, et surtout, ne sois pas jaloux des autres. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est devenu de plus en plus important dans les sociétés modernes dans lesquelles on vit, c'est la jalousie, en fait. Je ne sais pas Hmm. si tu as remarqué ça, mais je trouve que les gens sont de plus en plus aigris par rapport au succès des autres. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que Oui, bien sûr. ça a augmenté ce truc. J'en parlerai dans le tome 2 parce que dans le tome 2, j'aurai un gros chapitre sur l'amour. Et donc, je suis obligé de passer par la jalousie. Parce que l'amour, pour moi, est très vaste. Hein. Ce n'est pas l'amour forcément charnel, l'attraction. D'ailleurs, les Grecs avaient 6 mots pour définir l'amour, ou 7. Mais en tout cas, la jalousie, forcément, alors, il y a une composante évidemment anthropologique. Le monde chrétien, catholique, pardon, est plus sensible à l'égalitarisme pour des raisons qui sont précédentes au monde chrétien, qui sont anthropologiques. Emmanuel Todd explique ça très très bien, je trouve, dans ses livres. Mais on a par exemple, dans le monde protestant, il y a moins de jalousie, Oui. traditionnellement, parce que finalement, il y a une émulation à mieux faire parce que c'est pas un monde égalitariste, c'est un monde où on essaye de s'élever et de voir l'amour de Dieu par la réussite Oui, sociale, tout à fait. financière, etc. Tandis que dans le monde chrétien, on a l'amour de Dieu parce qu'on est gentil, parce qu'on suit les règles, parce qu'on est bon. Et d'ailleurs, un chapitre important pour comprendre aussi cette approche. Alors ça, c'est dans le tome 1, c'est comment est-ce qu'on comprend le bien et le mal pour définir son éthique personnelle. Sans éthique personnelle, on retombe dans la morale, dans les valeurs qui sont incroyablement subjectives et qu'on va tordre à la première opportunité d'intérêt personnel. Donc, voilà, c'est des sujets très vastes, hein, c'est des Oui, centaines oui. de pages, bien sûr. Donc, bon. Mais certainement, la jalousie, elle est exacerbée par le narcissisme aujourd'hui, qui lui-même est exacerbé par l'utilisation des réseaux sociaux. On va se Oui, montrer, oui, oui. où tout le monde Oui, se oui. montre sous un bon angle, les personnes se voient sous un angle mauvais. Et ça, je pense que ça va détruire, enfin, c'est en train de détruire toutes les civilisations et toutes les cultures du monde. Parce Hmm. que je pense que le Cambodgien, tout comme l'Américain ou Pareil, l'Uruguayen ou le Suédois, pareil. ou le Tanzanien, il va se voir comparé aux autres parce que Oui, oui. on a tous une hiérarchie sociale. Alors les poules, elles se bécotent, elles se tapent pour leur hiérarchie. Hmm. Nous, c'est la réussite, qui est plus jolie, qui a plus Hmm. d'argent, qui a plus d'objets, parce en fait, ça appuie profondément dans le tribalisme et l'anthropologie humaine où on se comparait avec le voisin. Sauf que quand on était dans une tribu, on avait 30 personnes avec lesquelles se comporter, dont seulement 5 avaient notre âge à peu près. Bon, aujourd'hui, on a 8 milliards de personnes connectées. N'importe quelle fille, même moche, elle va se mettre sur Instagram, elle va avoir des centaines de milliers de personnes qui vont lui dire ah, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Donc elle ne se rend pas compte Quelle est de moche. son défaut et à quel point elle devrait être plutôt gentille. Parce qu'elle ne peut pas jouer sur le physique, mais elle va croire qu'elle va pouvoir jouer sur le physique, donc elle va pouvoir être moche et conne et arrogante. Ce qui fait que ça va la rendre très malheureuse. Alors qu'on peut être moche et très heureuse. Ouais, ouais. Alors, Et on peut être belle et gentille. On non, n'est mais pas Pierrot, obligé d'être. Enfin, excuse-moi, voilà. c'est excellent ce que tu dis. Je fais une parenthèse parce que, en fait, je vais faire, si tu le permets, un lien avec le livre Espace épais que j'ai écrit il y a quelques années, Mhm, dans bien lequel sûr. j'ai fait un chapitre qui s'appelle le cabinet de toilette et la petite princesse. C'était en fait, si tu veux, ce que tu dis est vraiment juste. On est dans un monde
où plus personne se prend de gifles, en fait. D'accord. Avant, on était recadré. On était quand même Ah recadré. bah ouais. Dans le clan, il y avait des rites de passage. Il y avait des choses pour devenir un homme, pour devenir une femme. Il y avait des rites de passage, des choses comme ça. Il y avait une sorte de hiérarchie et une pression, peut-être, qui existe toujours un peu en Asie et au Cambodge, d'accord. Il y a des critiques qu'on peut émettre contre ça, bien évidemment, mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est le cabinet de toilette, c'est décrire qu'en fait, on vit dans une société où il n'y a plus de morts, il n'y a plus de caca. Toi, tu vis dans une ferme, tu ramasses de la merde tous les jours de tes animaux, etc. Enfin, toi, les gens, en fait, ne gèrent plus leur merde pour être vulgaire 5 minutes. Tu sais, tu tires la chasse et puis ça disparaît. D'accord? Mhm. Et Alors, c'est un grand progrès. ah non, mais oui, mais à la fois, ça va très loin psychologiquement parce qu'en fait, Eh oui. personne n'a fait une réelle étude là-dessus, mais moi j'en ai fait une petite. Si tu veux, c'est qu'en fait, quand tu gères ta merde, eh ben, tu deviens responsable. Et là, Mhm. aujourd'hui, on est dans une société où les gens font plein de conneries, les selfies, les trucs, et ils gèrent pas les conséquences. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la petite princesse, c'est qu'en fait, en Asie, les femmes travaillent sur les chantiers. Les Vietnamiens ont fait la guerre avec leurs femmes, soit avec une calache, soit avec leurs fesses. Elles ont gagné Bien sur les deux sûr. plans. Elles ont gagné sur les deux plans. En Asie, la femme et l'homme sont d'ailleurs physiquement moins différenciés qu'en Afrique. C'est une question de testostérone, hein, ça c'est Bien biologique. sûr. Bien sûr. Et elles ont un rôle très important. Tu vois. Bien évidemment, la société est quand même patriarcale, mais voilà. Tandis que nous, on a créé, et ça vient des années 50, hein, spécifiquement 50-60, Disney, si tu veux, on a créé la petite princesse. Tu sais, où la femme doit faire que de la C'est danse, sûr. etc., etc. Alors, il n'y avait pas de guerrières vikings, hein, ça c'est un fantasme, mais il y avait des princesses enterrées avec Mhm. des armes, des choses comme ça existait, parce que un mec d'un mètre 90, 200 kilos, il massacre 99% des nanas sur Terre, tu vois. Donc, Bien ça sûr. c'est physique. Mais elles avaient des rôles, notamment dans une société nordique, elles avaient des rôles importants. La femme viking tient les clés de la maison, par exemple. Celle qui tient la bourse, l'argent et les clés. Et ça, c'est pareil en Asie. En Asie, c'est les femmes qui tiennent l'argent. Tu parlais du Japon. Le travailleur japonais, il donne son salaire à sa femme, et sa femme, après, lui donne de l'argent de poche pour qu'il aille se Ouais. bourrer la gueule avec ses C'est copains. vrai. C'est vrai. Ah ouais, non mais voilà. Donc tout ça on va revenir là-dessus, si tu veux, c'est qu'en fait, la gestion de la merde, et je fais l'analogie avec ce que tu disais sur la société du selfie, c'est qu'en fait, effectivement, une grosse moche aujourd'hui, plus personne va lui dire qu'elle est grosse et moche, et comme tu disais, elle a plutôt intérêt à être sympa pour se trouver un mec, etc. Enfin, voilà, quoi. Et comme on vit dans une société de l'illusion, on vit dans un monde d'illusion, plus personne ne se prend de baffe dans la gueule, sauf ce qui se passe en Ukraine, bah là c'est une grosse baffe qui se prennent dans la gueule, mais et d'ailleurs, je fais une parenthèse dans la parenthèse, puis après on va passer sur la conclusion pour que je vais te libérer pour que tu puisses aller voir si ton chien est toujours là. C'est qu'en fait, est-ce que tu as vu, moi je suis suédois par ma mère est suédoise, et mon père est écossais, mais je suis né en France, je suis un immigré en France. Et en Suède, j'ai vu l'autre jour que il y a eu un défilé militaire en Gay Pride. C'est-à-dire en fait l'armée suédoise était habillée en Gay Pride, et ils défilaient Gay Oui, Pride, oui. enfin n'importe quoi. Ça fait peur. Enfin du délire. Et là, tout d'un coup, j'ai vu le Premier ministre, comme il rentre dans l'OTAN, il commence à s'affoler. Et là, en Suède, il y a tout un changement de rhétorique après 50 ans d'expérience socialiste. Parce que la Suède, c'était un laboratoire du socialisme, du capitalisme de surveillance. C'était un laboratoire. Et là, tout Mhm. d'un coup, le gouvernement se fait un peu marche arrière en disant oui, il faut peut-être faire une armée virile. En fait, on a peut-être besoin de soldats. En réalité, si on veut faire la guerre avec les Russes, bah, c'est pas avec des mecs à moitié travelots qu'on va se battre contre des Russes. Toi. Et ça Ouais. m'a fait bien rigoler. Quoi. Tu as vu, tu as Bah, c'est entendu vrai que le premier régiment LGBT d'infanterie, je suis pas sûr que ça va donner grand-chose sur le champ de bataille. Ouais, Et même à piloter des drones, je pense que ça va être très 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 chaud. Et alors c'est déjà arrivé, hein, parce que l'efféminisation, voilà, de l'Empire romain mourant, euh, qui avait rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. C'était les mecs, ils devaient quand même marcher 40 km à pied tous les jours pour aller faire leurs courses, leurs machins. Ils n'avaient pas besoin d'application pour vérifier s'ils font 12 000 pas tous les jours, hein, comme j'essaie de faire. Et, et, le, et, le, le- et au bout d'un moment, ben, il ne faisait pas le poids face à des civilisations plus dures. Et, euh, et, et tu vois, par exemple, quand les Espagnols, moi j'aime bien aussi cette histoire, quand les Espagnols ils sortent
600 ans de guerre face aux musulmans. Les mecs, ils étaient tellement aguerris, tellement violents, tellement avec peur de rien et surtout rien à perdre. Les types, ils ont fini au Pérou. Hein. Ils ont fini la Reconquista en Espagne. Ils ont sauté l'Atlantique. Ils ont conquéri tout le monde. Ils ont massacré tout le monde. Il n'y a personne qui tenait face à eux. Même pourtant des sociétés quand même assez guerrières comme les Aztèques, etc. Alors certes, des maladies ont aidé, etc. Et puis un peu de mythologie bizarre. Mais en tout cas, les types, putain, ils sont arrivés jusqu'aux Philippines. Quoi. Et, euh, et donc, on ne revient pas comme ça, sous un décret, à la virilité, une anthropologie guerrière, à des attitudes peut-être plus traditionnelles. Ça va prendre un siècle, et il n'y a pas un siècle devant nous. Donc, ça va être par la souffrance et ça, la sélection naturelle. Et on va revenir par la difficulté à des anthropologies. Alors que moi, j'espère pas trop vers un retour de pendule extrême inverse de ce que l'on a aujourd'hui. Parce qu'au fond, on a besoin de mesures, on a besoin de... On n'a pas besoin de cruauté, on n'a pas besoin de violence gratuite. Et pourtant, malheureusement, je crains qu'on va devoir passer par là. Mais finalement, la mesure est une bonne chose, et je pense que d'ailleurs le stoïcisme passe par la mesure. Alors, c'est pas la seule, hein, c'est pas la seule philosophie que je défends dans mes livres. Il y a aussi une approche vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de, mais c'est vis-à-vis de différentes croyances que l'on peut avoir. Mais il y a une approche par rapport à la vie héroïque, il y a une approche vis-à-vis de la connaissance et de soi-même. Donc ça, c'est des grosses parties du tome 1. Mais bon, c'est de longues discussions Oui, oui. parce que ce sont des Mais, thèmes importants. non, mais L'actualisation personnelle. c'est très intéressant. Bah, écoute, c'est quand même, je sens que c'est un énorme travail, ce livre. Hein. C'est vraiment des années et des années de travail. Euh, donc, je dois dire Et que surtout, c'est pas, ça c'est important pour les gens qui nous écoutent, c'est pas juste Pierrot qui donne son avis et qui dit fais ci, fais ça parce que c'est cool. Non, non. Il y a vraiment, alors d'abord, je dois avoir plusieurs milliers de notes de bas de page avec des références, d'abord au texte, mais aussi à des études comparées qui montrent les effets, parfois même contraires les unes aux autres. C'est assez intéressant de différentes approches, notamment dans la partie d'actualisation et de compréhension de soi-même. C'est des exercices très difficiles et très longs. Je donne aussi beaucoup d'exercices dans le livre. Dans chaque chapitre, il y a plusieurs exercices pour mettre le pied à l'étrier au lecteur et essayer de faire lui-même son travail. Et puis enfin, c'est comme je disais, c'est pas mon avis. Il y a bien sûr un peu de mon avis, une part personnelle là-dedans, mais il y a beaucoup de travail d'analyse, puis finalement de présenter les choses en étant concrète, factuelle, et de dire voilà, ça fonctionne parce que on a testé sur beaucoup de gens. Il y a par exemple, dans le chapitre sur la religion, j'ai un chapitre très gros sur la religion, parce que tu t'en doutes, il y a beaucoup à dire là-dessus. Et je montre voilà, l'effet de la religion sur la psychologie, sur l'angoisse. Alors, il y a des religions qui ont tendance à te rendre plus angoissé que d'autres. D'autres, elles vont te désangoisser, mais elles vont te culpabiliser. Il y a des combinaisons qui sont assez évidemment, on étudie les religions qui survivent, pas les religions qui apparaissent et qui disparaissent. C'est des religions qui durent plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Elles sont intéressantes parce qu'elles nous apportent forcément une certaine stabilité émotionnelle, anthropologique, mais avec un prix à payer. Donc, vous allez voir comment je compare un peu. J'ai une approche de religion comparée très différente que la plupart des gens qui approchent ça. Et ça doit être inclus dans notre... parce qu'on ne peut pas la nier. Même les gens qui sont athées, en réalité, sont très religieux. Il n'y a que voir les oui, communistes. oui, Et oui. donc, voilà. C'est Ok, aussi une Pierre, approche complexe. Voilà. on va aller dans la conclusion parce qu'on est presque à 1 heure. Bah, je pense qu'on aurait pu parler pendant des heures parce que c'est des sujets extrêmement intéressants. Je pense que tu nous as fait vraiment un travail de fond que je vais lire avec intérêt. Donc on va conclure sur bah, déjà une fois de plus, merci d'avoir pris le temps de venir pour cet entretien sur ma chaîne. Qu'est-ce que tu aurais toi à dire en conclusion si je te posais la question suivante on va s'adresser plutôt à un Français, à un Européen, plutôt citadin, puisque c'est la majorité, je pense, des gens qui vont nous écouter. Je pense 30 ans. Quel conseil tu lui donnes
pour se préparer, entre guillemets, au changement à venir? Alors tout d'abord, c'est d'écouter ces émotions de peur. Parce que la peur est en fait une amie. Et c'est ce que j'essaie de... D'ailleurs, c'est le point fondamental, le résumé de ce grand livre, c'est que la peur est une amie, est un instinct utile qui peut devenir, si elle n'est pas maîtrisée, délétère et dommageable à votre vie, sous forme d'anxiété, sous forme de stress permanent, mais qu'en réalité, en l'écoutant et en la maîtrisant, nous pouvons en faire une alliée précieuse pour nous avertir, nous permettre de mieux comprendre quand on essaie de nous escroquer, quand on essaie de nous faire mal, et de comprendre qui veut et pourquoi on essaie de nous faire peur, et la maîtriser comme dans un art martial. Tome 2, on va parler de combat, et de l'utiliser pour la maîtriser et nous rendre plus forts et nous rendre plus capables d'agir sur nous-mêmes, mais aussi sur notre environnement, pour mieux nous préparer et surtout ne plus être sous l'effet de la peur et d'être dans l'action raisonnée. Et donc, en fait, c'est cette prise de contrôle de la peur, qui est une émotion instinctive qui nous vient de notre cerveau reptilien, en réalité, qui est super importante et utile. Et on va la transformer, et ça ne se fait pas facilement, par un travail intellectuel, par un travail physique, par un travail de réflexion au préalable qui va nous permettre de la reconnaître, de dire « Ah, merci de me donner une alerte, et maintenant je vais pouvoir agir, parfois très très vite, mais parfois avec méthode, travail, pour faire en sorte que nos vies, elles soient, un, plus agréables, deux, plus sécurisées et moins sujettes aux problèmes du monde qui nous arrivent dessus, et finalement d'avoir une vie plus saine, plus agréable et plus dans la joie. Bah, écoute, c'est très belle définition. Je rajouterai à ça, parce que c'est extrêmement lié. Tu sais, dans les méditations Vipassana bouddhistes du Theravada, quand tu te concentres, en réalité, les gens en Europe confondent souvent la méditation, qui est un mauvais terme, parce que c'est plutôt une concentration. Et en fait, une des premières choses que tu dois, entre guillemets, faire, c'est ne pas lutter contre tes mauvaises pensées. Donc, C'est ça. ne pas lutter contre sa peur, soit essayer de pouvoir la voir d'une perspective extérieure. Et si c'est une pensée mauvaise, la laisser passer. Ne pas lutter contre. Tu sais, s'en extraire, la regarder, puis dire, OK, passe. Et si, dans un cas de combat où il faut réagir, etc., la peur est effectivement un allié. Hein, moi, j'ai été dans ma vie pas mal confronté à la violence physique. Et en fait, la peur est tout à fait instinctive. C'est ce qui te permet de survivre. Et d'ailleurs, une des peurs que nous, les primates, partageons, c'est la peur de tout ce qui est forme de serpent. Tu sais, dès que tu vois une forme de serpent, tu as un instinct de peur instantané, foudroyant. Parce qu'on a été tellement tués par les serpents tout au long de notre évolution que c'est resté. C'est génétique, ouais, c'est resté dans notre cerveau. C'est comme l'envie de tuer le chat pour le chien. Ouais, exactement. Donc, je te laisse avec ton chien. Tu me tiendras informé. J'espère qu'il est toujours là et que ça va s'arranger. Tu as raison. Yoga, méditation. Moi, je travaille beaucoup sur le Nidra Yoga. On en parlera dans le tome 2. Effectivement, la peur, quand on dit n'ayez pas peur, moi, j'aime pas cette phrase, par exemple. Non, il faut avoir peur. Non, il faut avoir peur et il faut la maîtriser. Oui. Non, les gens qui n'ont pas peur, en fait, je refais une parenthèse, mais on arrête après. Il y a le professeur Collins, je crois que c'est d'une université du Canada, je sais plus laquelle. J'en parle dans un de mes livres, qui fait des expériences. Il prend, les bactéries de chats, de souris, il les transporte, il les implante, etc. Et à un moment donné, il enlève toutes les bactéries d'une souris. Et la souris n'a plus peur. Ouais. Elle fait des trucs suicidaires, tu vois. Et en fait, nos bactéries, on a plus de bactéries que de cellules, hein, jouent un rôle extrêmement important sur notre survie. Je vais te donner une anecdote rapide. Il y a des expériences qui ont été faites sur des singes où on leur a sectionné des parties de l'amygdale, qui est un des centres nerveux qui permet de dispatcher le réseau neuronal qui est lié à la peur. C'est l'hypothalamus qui est souvent l'élément clé, mais c'est l'amygdale qui permet de dispatcher. Bref, ils ont fait des sections, c'est un peu cruel sur ces pauvres singes, et ils sont tous morts hein, dans la nature. Ils tombent des arbres, ils n'ont plus de vertige, ils sont plus capables d'appréhender le danger, ils meurent tous. Donc la peur nous sauve. Bien sûr, absolument. Bon, on va conclure là-dessus. La peur nous sauve,
Merci Pierrot. Je te dis à très bientôt et j'espère que tu vas revoir ton chien tout de suite. Ciao. Merci beaucoup. Salut.